Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Question d'actu, le Roundup. 2 jours à peine après la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, le 5 juillet dernier, un deuxième tronçon ferroviaire du méga projet minier et industriel de Garage Bilet reliant Tindouf à Béchar a été réceptionné. La symbolique est très forte, vous le savez, celle d'un réveil économique et d'un nouveau marqueur de souveraineté. Garage Bilet, c'est le deuxième réservoir mondial de fer, longtemps oublié, voire ignoré. Il va imprimer une dynamique de diversification économique extraordinaire, avec à la clé des milliers d'emplois localement et un positionnement stratégique à l'échelle du continent. Garage Bilet va aussi incarner la valorisation des richesses inexploitées et une économie résiliente et diversifiée. En deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur les scandales qui frappent la classe politique française après la condamnation à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, par le tribunal correctionnel de Paris. Marine Le Pen pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. En mars dernier, cette fois, le Rassemblement national et ses alliés sont visés par une enquête du parquet européen. Le siège du RN a fait l'objet hier d'une perquisition dans le cadre d'une information judiciaire sur le financement de plusieurs campagnes électorales du parti, jugées douteux. Et ironie du calendrier, Marine Le Pen s'est vue le même jour rejeter donc sa requête au sujet de la suspension de sa peine d'inéligibilité par la Cour européenne des droits de l'homme. Les politiques de l'extrême droite française de plus en plus disqualifiés donc en raison de leur magouille politico-financière et qui récusent en plus les procédures judiciaires européennes à leur encontre, les qualifiant, je cite, d'opération de harcèlement. Voilà donc pour les thématiques que nous avons choisies ce soir. Nos invités et consultants sont autour de la table. D'abord, M. Issaad Mouloud, géologue et maître de conférence à l'université de Bab Zawal. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'accueil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nos consultants, M. Mahfoud Kaoubi, économiste, expert économique. Bonsoir. Bonsoir. Et Mohamed Achir, expert économique également. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Alors on revient donc sur l'avancement, je vous le disais, de ce méga projet minier Garage Bilet avec Badira Marni. On revient pour le débat. Les travaux de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garage Bilet avancent à une cadence soutenue sur une distance de 950 km. Malgré les difficultés liées au relief, les entreprises réalisatrices travaillent de jour comme de nuit pour achever le projet dans les délais impartis. Ce projet tant attendu dans cette région du pays est concrétisé grâce aux compétences nationales. En tant qu'habitants de Tindouf, nous constatons le défi relevé par l'État algérien pour la réalisation de ce projet en un temps record dans l'objectif de booster l'économie locale et nationale. Nous sommes très contents que le premier tronçon du projet Garage Bilet Tindouf soit achevé. Cela nous ouvrira des portes en tant que jeunes pour investir ou exercer une activité commerciale. En plus, des entreprises vont s'installer, ce qui créera de l'emploi dans notre région. C'est pour nous un grand acquis. Nous remercions l'État algérien à leur tête, le président de la République, qui a permis de concrétiser ce projet. Nous sommes ravis d'assister à l'inauguration de la première tranche de ce projet entre la wilaya de Tindouf et Garage Bilet. Ce qui était un simple rêve pour nous est devenu une réalité, car il permettra d'employer les jeunes de la région, de créer des start-up, en plus de l'avantage de relier Tindouf et Béchar avec les wilayas du Nord. Après achèvement et réception du tronçon reliant Béchar à Badla, un autre tronçon reliant la mine de Garage Bilet à Tindouf sur une distance de 135 km a été réceptionné à son tour. Les conditions de travail sont difficiles à cause de la météorologie, notamment les fortes chaleurs, d'autant que l'acheminement des matériaux et des équipements est laborieux en raison du relief. Malgré cela, nous avons réussi à maintenir la cadence grâce à un système de travail par équipe en 3x8. Le projet d'envergure de la mine de Garage Bilet permettra de répondre aux besoins de l'Algérie en fer brut, ce qui est à même de soutenir et diversifier l'économie nationale.
Voilà, un méga projet donc qui avance et les effets transformatifs de ces travaux sont déjà visibles. Monsieur Issaad Mouloud, notamment à Tindouf. Le potentiel économique et industriel de Garage Bilet a toujours été plus ou moins connu. Pourquoi, selon vous, il n'a jamais été exploité avant? Et on sait aujourd'hui qu'il y a eu des tentatives d'exploitation qui ont échoué, notamment en 2005 et 2009, alors que, peut-être on en parlera plus tard, les conditions sont aujourd'hui mieux réunies pour son exploitation. Tout d'abord, il faut toujours avoir conscience que les projets miniers, ce sont des projets qui qui sont dans une temporalité différente des autres projets industriels. Que ce soit la phase d'exploration, de prospection, d'exploration, bien d'exploitation, ce sont des durées qui se chiffrent en dizaines d'années. Donc, peut-être que pour le grand public, ça a pris du temps, que ce soit pour la prospection, là, pour le projet en cours, mais il faut savoir qu'à l'échelle d'un projet minier, dire qu'un projet a nécessité une dizaine d'années d'exploration, c'est quelque chose de tout à fait standard. Pour le faire, peut-être que c'est un peu moins, étant donné que la substance et les gisements sont beaucoup moins capricieux que d'autres substances, comme le plomb, zinc ou l'or, mais une dizaine d'années, une quinzaine d'années pour l'exploration et pour le développement du gisement, c'est quelque chose d'assez commun. Cependant, la particularité du gisement de Garage Bilet, c'est qu'au tout début les premières études entreprises vers les années 70 ont buté sur certaines questions techniques relatives à la qualité du minerai. Donc, ce sont les premiers travaux se sont concentrés sur ça. Puis par la suite, au fur et à mesure, quand des solutions ont commencé à être trouvées, et ça a nécessité beaucoup de temps, parce qu'il ne suffit pas de trouver une solution, il faut aussi que cette solution soit compétitive et qu'elle n'impacte pas le coût du minerai, le coût de l'exportation, bien de la transformation. Donc tout ça a fait en sorte... Parler de la teneur en phosphore. Donc ça a nécessité beaucoup de temps, et donc c'est les études qui vraiment ont pris une dizaine, une quinzaine d'années. Et en plus de ça, il faut savoir que le site se trouve dans une région extrêmement aride, une région très éloignée. Donc, ce qui a aussi accéléré les choses, c'est cette volonté de prendre en charge l'aspect transport du minerai, parce que dans le coût global du minerai, le transport, dans le cas de Garage Bilet, était vraiment un facteur très important. Et il y a un terme qui revient souvent, d'ailleurs qui a été officialisé dans la nouvelle loi minière, qui est celui d'un projet structurant. Quand on utilise ce terme projet structurant, il y a certaines caractéristiques qu'on retrouve dans deux projets. C'est le projet PPI pour le phosphate et le projet de Garage Bilet. C'est pas pour rien qu'on les appelait projets structurants. D'ailleurs, c'est un terme qui maintenant est officiellement codifié dans la loi minière. Donc, il y a plusieurs aspects. Déjà, la capacité il a une portée stratégique, celle de la diversification de l'économie. Il y a une approche aussi qui est aussi dans la loi minière actuelle, qui est celui de la valorisation dans le pays. C'est-à-dire qu'on ne pense plus à exporter du minerai. Dans le cas du phosphate et de l'or, et du fer, on va donner une petite fourchette. La transformation nous permet de multiplier le bénéfice par un facteur allant de 5 jusqu'à 8. Donc, c'est en commun, le fer et le phosphate. Il y a aussi une dimension une temporalité qui est vraiment très importante, parce que les réserves sont très importantes. On parle de milliards de tonnes de réserves, et on parle de plusieurs dizaines d'années d'exploitation. Et enfin, bien sûr, l'impact économique, il est énorme, parce qu'actuellement, je crois que les importations de minerais de fer tournent autour de 2 milliards de dollars. Donc, alors, vous avez tout résumé en une seule question. Hein. Vous avez pratiquement tout dit, effectivement. Mais je parlais des conditions, M. Kaoubi, je poserai la même question à M. Hachep. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que les conditions et même les bases économiques et juridiques aussi, on pense entre autres au code d'investissement ou à la récente réforme minière dont on va parler, sont réunies pour permettre une exploitation optimale de Garage Bilet? Oui, je dirais que l'architecture a été mise en place. Ouais. Donc, c'est une condition indispensable pour dire... C'est par là qu'il fallait commencer. Tout à fait, parce que ça détermine la vision et ça permet aussi de tracer la feuille de route qui permettra de créer les synergies entre les différents éléments que constitue cette projection dans le temps. Donc, parler maintenant du caractère structurant de projets pareils. Donc, la loi sur l'investissement, justement, a classé les projets d'investissement en projets structurants. Après,
un projet ayant l'intérêt de l'État et puis les projets communs. Donc l'objectif c'est de créer de l'intégration et de faire bénéficier les différentes branches d'activité d'un effet d'entraînement. Et là, les gisements, le potentiel minier est un élément indispensable quand on parle de fer par exemple, donc l'industrie mécanique, la métallurgie, la sidérurgie, ne serait-ce que ces trois secteurs qui d'ailleurs sont cités comme des secteurs qui ont la priorité de l'État, devraient bénéficier donc d'avantages comparatifs et je dirais par rapport au projet de Garage Billet, la logique et l'intégration est pratiquement complète. Alors, Mohamed Hachir, on parlait donc des conditions qui sont réunies, parce que finalement, ce sont des décennies qui sont passées avant de permettre aujourd'hui d'exploiter cette mine particulièrement riche. On parle donc du deuxième réservoir mondial avec 3,5 milliards de tonnes, dont 1,7 milliard exploitables et présentant une teneur élevée de près de, vous me corrigerez si je me trompe, d'un peu plus de 58,67%. Précisément, alors le fer est indispensable à plusieurs secteurs, on le disait, mais on parle d'économiser près de 2 milliards de dollars en intrants avec son exploitation. Tout à fait. Donc, je pense qu'on a plutôt réuni les conditions pour pouvoir lancer cette mine stratégique, Garage Billet. Donc, il y a eu une volonté politique aussi, il faut le dire, parce que c'était un méga projet qui nécessite des financements très importants. Et beaucoup de défis techniques aussi. Tout à fait, mais technique, sur un plan technique aussi. Et là, c'est les techniciens et les spécialistes en la matière. Mais je pense que selon mes lectures, bien sûr généralistes, je ne suis pas spécialiste, il y a eu des avancées assez importantes en matière de déphosphorisation du minerai de fer, et avec le partenariat étranger aussi. Mais quand on parle de défis techniques, c'est mettre les moyens justement pour aller exploiter. Donc, tout à fait. On parle du transport, on parle de ce qui est fait justement, on a parlé des tronçons qui ont été réceptionnés, tout cela émane d'une volonté politique. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit on a réuni les conditions. Il y a quand même une politique volontariste de la part de l'État. M. Issad, il a parlé tout à l'heure de cette classification comme projet structurant. Quand on dit un projet structurant, donc il faut s'attendre à un effet d'entraînement en matière non seulement de croissance économique, mais aussi de développement socio-économique. C'est-à-dire, et cet effet structurant, par exemple, vous citez la ligne ferroviaire, c'est très important. Donc, parce que demain, donc, le fait d'inaugurer d'abord quelques tronçons, au moins deux tronçons de ligne ferroviaire, 137 km déjà, donc Tindouf, Garage Billet, donc il y a des effets très positifs, un impact vraiment structurant sur le développement de transport ferroviaire. Et le transport ferroviaire, effectivement, c'est le transport le plus privilégié par tous les pays du monde, surtout les pays avancés, que ce soit pour le bien-être, c'est-à-dire la mobilité entre les villes, des personnes, ou pour l'économie. Par exemple, un train à 200 wagons peut remplacer 200 camions. Et quand on parle de 200 camions, c'est au moins peut-être 400 chauffeurs. Si on met 2 par camion, et donc il faut imaginer, alors qu'un train, il peut être, c'est-à-dire pour un train, donc le coût, avec 3 personnes, un train qui remplace 200 camions. Donc vous voyez un peu l'effet économique d'abord, le coût, et l'effet d'entraînement qu'il crée aussi pour la rapidité, pour le coût en matière d'énergie, le carburant ou bien l'électricité, en matière aussi de nombre de navettes qu'il peut faire et de la multimodalité, c'est-à-dire transport de marchandises, de personnes, la connexion après vers les ports. Donc tout ça, c'est des défis structurants de ce projet. Donc en quelque sorte, la mine de Garage Billet, il crée tout un effet d'entraînement pour plusieurs secteurs économiques. Et d'où l'intérêt de l'État pour, c'est-à-dire booster ce projet et l'accompagner. Et puis, dans le cadre aussi des mines, l'Algérie quand même, on a remarqué ces dernières années qu'il
il y a un intérêt croissant vers ce secteur minier. Il faut dire que peut-être on s'est occupé davantage du pétrole et gaz, mais pas les minerais, etc. Et maintenant, on remarque le phosphate, le zinc, le fer. Donc, il y a un intérêt croissant vers l'exploitation des ressources minières du pays et leur valorisation au niveau local d'abord. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce projet de garage Billet, il va créer un effet d'entraînement aussi en matière de transformation. Il y aura des usines de transformation au niveau de Tindouf, de Béchar, et puis ces transformations, donc la fabrication des lingots carrément d'acier avant de les exporter par le port d'Oran. Donc tout ça, ça crée toute une activité industrielle qui va accompagner la mine de garage Billet. Effectivement. Vous voulez ajouter quelque chose? Justement, on parlait de réduire les coûts. Et vous en avez parlé en début d'émission. Il est extrêmement important d'être compétitif, réduire les coûts, notamment donc, pour le transport. Il y aura donc ce complexe sidérurgique de Béchar qui va produire les rails et les profilés aussi en acier. Il y a aussi l'intégration de l'énergie renouvelable via le photovoltaïque, des camions électriques. Tout a été pensé justement pour la réduction des coûts donc du transport vers les unités de transformation au nord du pays. Oui, au fait, pourquoi la question des coûts, on ne va pas rentrer dans les détails de chaque coût, que ce soit le transport, la consommation d'énergie, l'eau, tout ça, on va pas rentrer dans les détails. Mais pour expliquer un peu l'importance de la réduction des coûts, parce qu'il y a des substances qui sont beaucoup moins sensibles à certains aspects. Les coûts, c'est des substances, comme par exemple l'or, c'est complètement différent. Mais pour le faire, il y a une question de compétitivité, parce qu'il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, le fer, ce n'est pas, certes, c'est assez abondant. La production mondiale est assez abondante. Cependant, il y a un problème, c'est qu'à l'échelle mondiale, on a trois principaux acteurs que sont la Chine, l'Australie et le Brésil. Et il y a une certaine compétitivité entre ces pays qui fait qu'il y a une très grande consommation d'un seul acteur qui est la Chine. Il y a une abondance de production, mais seulement ces deux acteurs, à savoir le Brésil et l'Australie. Et donc il est très important d'être extrêmement compétitif sur ça. Et pour le faire, et dans le cas de l'Algérie, même dans le cas du Brésil, qui se situe vraiment loin de la Chine par rapport à l'Australie, le transport a été une question cruciale. Pour le cas du géant minier brésilien Vale, à peu près il y a une dizaine d'années, vers 2015-2014, ils ont investi des sommes colossales sur des minéraliers qu'on appelle Valmax, d'une taille extrêmement importante, qui ont permis aux Brésiliens d'être compétitifs. Donc on voit cette question de compétitif par rapport aux Australiens, parce que les Australiens sont premiers. Ils sont à peu près 60% de part de marché à l'échelle mondiale, mais pour les plus gros clients, comme par exemple essentiellement les Chinois, cette situation, je ne sais pas si on peut appeler ça un monopole, pose problème. Donc on peut jouer sur cette question. Parce que la Chine est à la fois consommateur et producteur donc, du minerai. C'est un troisième ou quatrième producteur, mais le classement, mais la quantité, elle est infime. C'est pas grand-chose par rapport, je parle du minerai brut, pas de l'acier. L'acier, c'est producteur, c'est le géant mondial, incontestable. Mais troisième ou quatrième, et devant, c'est l'Australie et le Brésil. Donc il ne faut pas voir que la quantité. Ils sont placés avant le Brésil. En production, actuellement, non. En réserve. En réserve. En fait, c'est très compliqué parce qu'il y a la disponibilité, il y a cette notion de criticité aussi. Donc maintenant, on ne parle plus que des réserves. On parle de monopole, on parle il y a plein de choses qui font en sorte que les réserves sont un des facteurs qui fait qu'une substance devient critique ou pas. Le fait qu'elle soit... Qu'est-ce que vous appelez la criticité? La criticité, c'est-à-dire qu'on a certaines substances à l'échelle mondiale qui sont produites, plutôt qui existent à l'échelle de réserve dans certains pays uniquement, mais dont aussi la technologie est réduite à certains pays uniquement. Donc si je vous dis que le fer est abondant à l'échelle mondiale, oui, mais le fait qu'il soit sont dans deux pays principalement, l'Australie qui a eu quelques problèmes politiques avec la Chine il y a quelque temps, fait en sorte qu'on parle de criticité, c'est-à-dire la substance est disponible, cependant pour il y a la géopolitique de... Exactement, c'est le terme du fer, plus spécifiquement du fer. La géopolitique du fer, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, et dans cette géopolitique du fer, l'aspect transport est extrêmement important, parce que déjà à l'échelle africaine, je crois on tourne à 80 millions
de temps de production, ce qui est vraiment tout petit par rapport au potentiel de l'Algérie, de la Mauritanie ou de la Guinée. Donc l'Afrique a compris que peut-être plutôt la Chine a compris que peut-être l'Afrique peut être un substitut pour éviter cette question de monopole entre deux pays que sont le Brésil, qui est extrêmement éloigné, qui a des facteurs de transport importants, et l'Australie, qui n'hésite pas parfois à jouer sur cette situation de monopole pour d'autres considérations liées à la géoéconomie. Alors, moi j'allais justement poser la question par rapport au continent. S'il y a un marché qui est évident, puisque M. Mouloud nous parle de cette géopolitique du fer, on devrait quand même se placer assez aisément en Afrique avec cette abondance de fer, non, de ce minerai. Oui, mais il n'en demeure pas moins que le marché est mondial et que les plus grands importateurs, les plus grands clients se situent en Asie du Pacifique et c'est les États-Unis aussi en termes de consommation. Donc c'est pour cela que maintenant l'équation de la production en est une, l'équation de la commercialisation en est autre, et entre les deux équations, il y a énormément de variables qui sont importantes. M. Saad citait la variable la plus importante qui est le transport, mais aussi une capacité de maîtriser des coûts de la production, et puis de se positionner avec un maximum de maîtrise et de veille par rapport à la demande. Donc la problématique du fer, c'est que c'est un minerai qui est relativement abondant par rapport aux autres et que la logique des coûts, elle est très très importante pour rentabiliser au mieux donc de tels investissements. Mais cette question de variables, que ce soit technique, que ce soit économique, que ce soit commercial, elle est présente dans tous les projets. Et l'approche qui doit être empruntée pour valoriser non pas le gisement uniquement, mais économiquement de valoriser le projet, doit passer nécessairement par une gouvernance à la hauteur de ce qui se fait sur le plan mondial pour de tels gisements, que ce soit en Australie, que ce soit au Brésil, que ce soit dans d'autres pays. Maintenant, la gouvernance, elle est un peu universelle et c'est des systèmes de veille qu'il faut mettre en place et un niveau d'excellence en matière de gouvernance. Mais est-ce qu'on ne peut pas finalement s'appuyer sur notre expérience et même une grande expertise dans les hydrocarbures, ne serait-ce que pour calquer cette expertise pour s'imposer dans le fer, particulièrement parce qu'on parle de Garachbillet, mais on va exploiter aussi d'autres mines. Oui, je pense qu'il est temps de se positionner par rapport au fer, c'est-à-dire il faut avoir de l'ambition. Du moment que nous avons des réserves, nous avons un potentiel très important à exploiter et ce n'est pas donné à tous les pays du monde. Donc ce potentiel-là, et du moment que nous sommes aussi dotés d'avantages permettant cette exploitation, notamment l'énergie, parce que ça demande de l'énergie aussi. Et puis on peut développer même de l'énergie verte, l'hydrogène vert aussi, que ce soit pour, c'est-à-dire sa transformation ou même son transport. Donc on parle aujourd'hui aussi des trains à hydrogène vert, comme aussi, c'est-à-dire pistes de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables dans les transports, les transports en train. Donc se positionner, justement ne pas rester seulement dans le gaz et le pétrole. On a du gaz et du pétrole, c'est encore bien, mais il faut, du moment qu'on a d'autres ressources, bien sûr, du moment qu'on a d'autres ressources, on est doté en matière de phosphate, en matière de fer, donc je pense qu'il faut se positionner pour avoir, c'est-à-dire une position dans le monde, dans le marché mondial carrément, en matière d'abord d'exportation. Et même penser à construire ce qu'on appelle les corridors d'exportation. Oui, toute une logistique pour l'exportation. Effectivement, pour avoir bien sûr, pour rester compétitif. Et ces corridors d'exportation, comme cette ligne par exemple de 930 km qui va être acheminée auprès, qui est reliée aussi jusqu'au port d'Oran. Et puis pourquoi pas vers l'Afrique.
Donc c'est un corridor d'exportation qui va servir pas seulement l'acier, mais même pour d'autres produits. C'est pour ça qu'on l'appelle projet structurant. Exactement, exactement, et stratégique. Puis un élément important, c'est les joint ventures et les partenariats. C'est un élément très important dans l'équation. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais en un mot, c'est important, que ce soit par rapport à la maîtrise des volets techniques, que ce soit par rapport à la maîtrise des futurs débouchés, c'est un élément important auquel il faut penser. C'est peut-être justement le but de la réforme tout à fait. Minière, de la loi minière. On va y arriver. Juste pour rester sur ce sujet donc, des acteurs mondiaux du fer, ils savent aujourd'hui que l'Algérie va exploiter une mine comme Garage Billet avec le potentiel de réserve qu'elle a. Comment pensez-vous que ces géants donc, du fer mondiaux vont accueillent cette nouvelle selon vous? Évidemment, quand on voit la manière avec laquelle il est utilisé par rapport à la Chine, ce monopole-là, il est évident que c'est en quelque sorte une carte qu'ils perdent. Mais bon, à l'échelle actuelle, plutôt dans l'état actuel des choses, c'est vraiment au tout début. Dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire il y a l'aspect géopolitique qu'on a traité tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres, il y a un aspect qui est assez important par rapport à ce projet, qui n'est pas que par rapport à la Chine, qui est par rapport à tout l'environnement des pays africains. On en a parlé tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas que la Chine comme client, il n'y a pas que la Chine pour le partenariat. Il y a aussi, moi je préfère que ce genre de projet, au lieu qu'on parle uniquement de développement de nos gisements, de développement de nos ressources, d'exploitation, il faut aussi dire qu'on a une certaine capacité en termes d'investissement, de capacité technique qui peuvent nous permettre de nous projeter comme faiseurs de projets dans les pays subsahariens. Donc c'est sur cet aspect que nous pourrons être peut-être compétitifs et dérangeants d'une certaine manière, parce que par la proximité... Il n'était pas trop d'accord justement sur ça. Pour vous, l'Afrique n'est pas forcément un client... Je ne parle pas que du fer. Moi, je parle du fer. Je parle de Garage Billet particulièrement. Mais un savoir-faire, il y a aussi quelque chose qu'on oublie. C'est Garage Billet aussi, c'est un projet minier d'une très grande envergure qui va nous permettre de renouer avec tous les métiers de la mine qu'on a perdus et qui fait que le pays s'est effacé un peu dans le monde, dans ce secteur-là. Donc on a besoin de ce projet, des projets structurants pour retrouver le savoir-faire. Parce que pour le cas du fer, nous avons une grande expérience, beaucoup plus au nord-est, du côté de Luanza et Boukhadra, où c'est vrai que avec le phosphate, l'expérience était là. Mais malheureusement, avec la baisse de la production, la récession qu'a connue le secteur, on a perdu un peu ce savoir-faire. Donc l'aspect stratégique est aussi dans le fait de renouer avec le secteur et surtout le fait qu'on ait des ressources humaines quasiment inépuisables en Algérie, avec avec cette jeunesse qu'on peut diriger vers ce secteur minier. Et c'est là que se situe vraiment la carte à jouer, parce que dans les pays subsahariens et les pays d'Afrique, et pas que pour le faire, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine minier. Et pour moi, l'aspect stratégique, il est aussi dans ça. Que ce soit pour le gisement de Garage Billet ou bien le développement de toutes les minéralisations du côté du Ouaga. À travers Garage Billet, l'Algérie peut devenir un pays, je ne sais pas si ça se dit comme ça, un pays minier, comme on dit, un pays pétrolier, un pays gazier. On peut dire un pays minier, se placer donc sur la carte des pays miniers. Un pays minier, je n'aime pas vraiment ce terme, un pays minier. Pour moi, un pays minier, pour moi, notre priorité... C'est vous le géologue, c'est vous le spécialiste. Je ne suis pas très neutre sur cette question. Non, mais pour moi, on a les capacités, on aura les capacités grâce à ce type de projet pour pouvoir développer un savoir-faire. Et c'est un gisement est épuisable. Un gisement, il a une durée de vie. Un savoir-faire, on ne le perd pas. Et c'est là que se situe pour moi l'importance de ce projet. Ce projet-là, c'est vraiment quelque chose qu'on a attendu depuis très longtemps, parce que
il n'y a pas de gros projets de cette taille en Algérie. Quand on voit la production minière en Algérie, elle a énormément baissé depuis la fin des années 90. Donc si l'intérêt de ce projet, c'est vrai qu'on se focalise sur la diversification de l'économie, l'exportation, la transformation de la matière première, oui. Mais avoir des cadres, avoir un savoir-faire dans le domaine minier est extrêmement important et on l'a vu dans le Sahel, on a vu comment certains pays peuvent, à travers le secteur minier, jouer sur la politique de certains pays. Et là, nous avons vraiment il y a peu de pays qui peuvent avoir les ressources, comme on les a, les ressources humaines, les ressources financières et le savoir-faire. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est là où on peut dire que les conditions sont réunies, les ressources humaines, les ressources financières, comme vous le dites. Tout à fait. Et c'est un projet aussi qui va générer des milliers, voire des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Je crois qu'on parle de 3000 au début, et puis ça va monter, parce que ça va s'étaler jusqu'à 2040. Donc, pour avoir un chiffre en tête, la production, il faut toujours donner les chiffres. Oui. Donc, actuellement, la production algérienne tourne autour de 2 millions de tonnes, essentiellement du côté de Ounza et Boukhadra. Oui. Sur ces 2 millions de tonnes, ça ne suffit pas. Je crois que la consommation nationale est entre 10 et 12. Donc, on a une importation qui est autour de 9 pour les aciéries publiques et privées. Donc, on voit là, déjà, pour avoir une échelle de grandeur, on va combler notre besoin en matière première. Donc, c'est pour ça qu'on a à peu près vers 2030, si j'ai pas oublié les chiffres, on parle de 10 millions de tonnes. 10 millions de tonnes à l'horizon 2030 pour monter petit à petit. Donc, c'est vraiment, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Certains experts ont peut-être fait des surestimations. On a parlé de 40 à 50 millions de tonnes. C'est pas... Je crois qu'on a parlé 2040. On a parlé de 2040. Oui. Il y a plusieurs étapes du projet. Non, moi je parle de 2030. Donc c'est impossible. 40 millions Entre 40 et 50 millions, non. En 2030 Oui. On va en discuter en 2030. Oui, non, mais il faut justement apporter les chiffres. Non, les chiffres, ils sont à 10 millions. Si je me trompe pas, c'est à 10 millions. Je crois que c'est à 10 millions. Parce que je crois que d'ici 2030, on parle de 10 millions de tonnes, ce qui serait très bien, parce qu'on comble le besoin national, on augmente notre production et on peut aller même vers l'exportation à l'horizon 2030, et c'est jouable à l'horizon 2030. Mais un point, moi je ne suis pas assez spécialiste, c'est messieurs qui sont plus spécialistes que moi, il y a aussi un problème, pas un problème, il y a un aspect qui est le savoir-faire managérial dans les projets. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a de la géologie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi savoir gérer les projets. C'est des projets extrêmement sensibles, les projets miniers. Ils peuvent être, je sais pas, on a sur 15 ans, un projet minier sur 15 ans, vous prenez telle ou telle substance, quand on voit la variation des coûts, on voit qu'un projet minier peut être viable, plus viable, sur cette durée. Comment sécuriser? Parce que les projets miniers, vous le disiez, ça prend des décennies. Comment sécuriser la maîtrise de la gestion? C'est le métier, parce que le projet n'est pas la finalité. Moi, je partage pleinement la vision de M. Essad, parce que c'est le métier, c'est l'activité qu'on veut développer, des entreprises spécialisées dans l'activité minière qui ne vont pas se contenter d'exploiter des gisements au niveau de l'Algérie. Et c'est dans ce sens que, aussi, je suis entièrement d'accord avec vous qu'en Afrique, on a énormément d'opportunités pour qu'on puisse exporter ou investir en Afrique aussi. Mais entre cette ambition, il y a des contraintes. Je parlais tout à l'heure de variables et de complexité. Dans un monde qui est en pleine compétition et où la compétitivité est cruelle par rapport au prix. Et une activité ne peut survivre, encore moins ne peut se développer, que si elle génère du profit, elle ne permet d'avoir la fluidité nécessaire. C'est vrai qu'en Algérie, on a une situation financière assez équilibrée, mais par rapport à nos ressources du trésor. Maintenant, on est dans une sphère privée, une sphère des entreprises, et c'est l'activité de l'entreprise elle-même qui doit supporter cet effort d'équilibre financier. Et c'est pour cela que le savoir managérial, le savoir technique aussi. Mais est-ce qu'il peut venir justement avec ces joint ventures? Les joint ventures, oui. Parce que ça permet d'impliquer des entreprises qui ont du savoir dans la gestion, notamment dans la gestion, aussi bien technique, la maîtrise des processus techniques, la maîtrise des métiers, c'est important. La maîtrise aussi de la gestion, de la maîtrise des coûts, des intégrations, de la gestion des fluctuations. Parce que l'environnement de toute activité minière ou autre, encore plus dans le domaine du fer, elle n'est pas linéaire.
elle dépend de fluctuations, d'incertitudes qui peuvent suivre, d'incertitudes aussi bien internes qu'externes. Je parlais d'expertise justement algérienne dans les hydrocarbures. On sait ce que c'est qu'un marché mondial et qui obéit à peu près aux mêmes règles. C'est pas du tout les mêmes règles, ce n'est pas du tout les mêmes métiers. Oui, après, c'est des incertitudes. Le marché pétrolier est mieux. Et l'ambition de croître, d'amorcer une croissance passe par des mariages afin d'améliorer ses maîtrises et pouvoir conquérir des marchés. L'aspect commercial est très important. Les logiques de monopole et les logiques de positionnement sur le marché ne sont pas aussi évidentes sur un marché comme sur le marché du pétrole, qui est un marché qui obéit sur le plan commercial à une logique tout à fait différente que celle des autres miniers. Sur la réforme donc, de la loi, ou la réforme minière tout simplement, il y a de nouvelles dispositions et justement elle permet aujourd'hui, cette loi, donc d'offrir la possibilité aux investisseurs étrangers de détenir jusqu'à 80%, c'est bien cela, 80% du projet minier. Et justement, cette nouvelle loi a changé en quelque sorte le paradigme d'investissement dans ce secteur, mais un changement pragmatique, parce qu'on parle tout à l'heure des risques de fluctuation, etc., de retournement des marchés, des prix à l'international, parce que c'est des prix qui sont cotés, c'est sur des marchés des matières premières. Donc à ce moment-là, il faut des partenaires avec lesquels il faut partager le risque aussi, mais aussi des partenaires maîtrisant un peu la chaîne de valeur minière. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que la loi minière intervient pour donner plus d'ouverture de ce secteur pour l'investissement direct étranger. Pour encourager justement. Encourager d'abord des investissements directs étrangers, mais aussi pour justement partager le risque, parce qu'il y a des études qui coûtent énormément cher, de prospection, etc. Donc des financements, il faut financer ces études. Après, même les résultats, c'est comme un peu l'exploration du pétrole aussi. On ne sait pas est-ce qu'on trouve du pétrole ou pas, ou bien du gaz. C'est la même chose aussi pour les mines, en termes de conclusion, c'est-à-dire des résultats d'enquête d'un gisement, d'un minerai, je ne sais pas. Donc, en tout cas, il peut mieux argumenter un peu ces questions. Donc, je pense qu'on a besoin de partenariats étrangers, que ce soit pour le transfert de savoir-faire, pour le transfert des technologies, parce qu'il y a aussi un monopole en quelque sorte aussi de ce domaine par un certain nombre de pays et d'entreprises. C'est des multinationales, c'est pas tout le monde qui peut maîtriser, c'est pas des électroménagers. Bien. Justement, c'est ce qui a été fait pour les attirer. Exactement. Monsieur Saïd, c'est ce qui est fait parce que dans ce domaine des mines, les investissements sont lourds et ils ne sont pas aussi faciles, en tout cas, que dans d'autres secteurs. Oui, en fait, on va parler des versions que j'ai pu consulter de la loi minière, parce qu'elle a été adoptée récemment, bien sûr, il y a quelques amendements, mais grosso modo, l'esprit général de la loi minière, c'est qu'il y a eu la première grande réforme, c'était en 2001, ensuite en 2014, ensuite il y a celle-ci. Mais c'est-à-dire, dans le discours qui a été donné à la présentation, lors de la présentation de cette loi, l'exposé des motifs, il est clair que depuis la loi des orientations de la deuxième loi minière, on aboutit à une certaine récession des travaux d'exploration et de prospection. Oui. Parce que nous avons un besoin d'explorer actuellement. L'exploration algérienne a connu une période très riche jusqu'au début des années 90, mais après les années 90, nous avons vraiment, ça s'est freiné pour plein de raisons, mais l'activité a connu une vraie baisse. Donc ça, l'objet de cette loi minière, c'est ça, c'est que on doit créer un climat qui va permettre aux compagnies qui veulent s'investir dans l'exploration pour pouvoir venir et leur donner un peu et amortir un peu le risque qu'elles prennent. Donc c'est l'esprit de cette loi. Oui. Mais vous avez parlé tout à l'heure des 80%. Bon, les gens ont retenu un peu les 80%, sauf qu'en lisant la loi, en fait, c'est une loi qui est adaptée au risque. On parle du 80%, mais pour les sites les mieux connus en Algérie, les déjà exploités, explorés, qui peuvent être exploités sur 5 ans, la loi des 80%
on n'y est pas. Donc c'est des gisements assez connus, assez bien connus. Très important effectivement de le souligner. C'est plutôt dégressif, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, plus le risque augmente, plus l'investisseur aura la possibilité de prendre des parts. Et l'État d'ailleurs peut garder son... Voilà, donc il y a plusieurs garde-fous. Exactement, c'est ça. Et aussi élever ses parts de 20%. Exactement. Dans le cas des 80%. Exactement. D'ailleurs, il y a dans certains cas où le gisement est très bien connu, très bien exploité, où on doit arriver à l'accord du Conseil des ministres pour pouvoir prendre... Donc c'est extrêmement conditionné. C'est extrêmement conditionné, et c'est surtout ce qui est bien, c'est que c'est adapté. C'est-à-dire, plus l'investisseur prendra un risque, plus il sera assuré d'avoir une part. Mais s'il ne prend aucun risque, s'il décide d'exploiter des gisements très bien connus, il devra collaborer avec l'entreprise publique. Donc avec la règle des 51-49. Pas forcément 41-59 dans le domaine des métaux. Il y a plusieurs choses. L'idée générale, exactement. Et l'idée générale, c'est que ça va avec le risque. Plus l'investisseur prend de risques, plus il pourra prendre de parts, moins il prendra de risques. C'est logique. C'est logique en effet. Exactement, c'est surtout cette idée. Je vous remercie, monsieur Issad Mouloud. Je rappelle que vous êtes géologue et maître de conférence à l'université de Bab-Zoua. Merci de nous avoir apporté tous ces éclairages. Et puis, on va libérer aussi monsieur Mahfoud Kaoubi, expert économique. Merci d'avoir été avec nous la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et je disais donc en début d'émission, un nouveau scandale, un de plus, vient d'ébranler la maison extrême droite française. L'ancien Front National, rebaptisé Rassemblement National, n'a finalement de nouveau que le nom. Le fascisme politique, la compromission, les rapines et les malversations budgétaires, notamment au Parlement européen, sont restés. Hier, le siège du parti qui se réclame de la première force politique de France a été perquisitionné. La justice s'intéresse désormais aux prêts accordés de riches militants au parti d'extrême droite et à ses candidats dans le cadre d'une information judiciaire ouverte donc pour des soupçons de financements illicites des dernières campagnes électorales. On voit tout cela avec Arafat Belhouchet, notre correspondante à Paris. Et on revient. De la brigade financière débarque au siège de l'ex-Front National. 20 policiers, 2 juges d'instruction, des bureaux passés au peigne fin, des serveurs vidés et des documents saisis. L'ensemble de la comptabilité du premier parti d'extrême droite française est désormais entre les mains de la justice. Des soupçons pèsent sur le financement de campagnes présidentielles, législatives et européennes du Rassemblement National. Des prêts de particuliers possiblement irréguliers, des prestations facturées au prix fort, voire facturées sans exister. Bref, une mécanique électorale que la justice soupçonne d'avoir flirté avec les lignes rouges. Mais pour ce parti d'extrême droite qui n'a eu de cesse de fustiger une justice laxiste, surtout quand elle concerne les autres, voir la loi frapper à sa porte prend soudain des allures de complot. La police est arrivée aujourd'hui et a mis la main sur l'ensemble de nos données, bien évidemment les données financières, l'ensemble des mails, des notes privées de nos dirigeants. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, le premier parti de politique de France n'a plus aucun secret pour le gouvernement. Nos listes de candidats, nos programmes, la manière dont nous souhaitons faire campagne, nos stratégies sont connues du gouvernement. Même tonalité chez Jordan Bardella, héritier direct de Marine Le Pen à la tête de l'ex-Front National. Lui aussi crie au harcèlement politique la veille déjà, alors que son groupe parlementaire européen était visé par une instruction du parquet européen. Je pense que personne n'est dupe de ce type d'opération. Mais cette posture victimaire ne convainc pas tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les moqueries pleuvent et même certains éditorialistes s'en amusent. Tu te moques des règles parce que tu es très arrogant, tu cries à la persécution parce que tu te crois très fort, tu obtiens un Rassemblement National de Jordan Bardella, mélange d'amateurisme et de suffisance. Étonnant, non ? Pendant ce temps, la justice continue son travail. Le parquet européen enquête sur 4,3 millions d'euros de dépenses jugées irrégulières par l'ancien groupe Identitaire et Démocratie. Par ailleurs, prompt à accuser l'Algérie de tous les maux, celui-là même que l'ex-Front National a quitté il y a quelques jours pour fonder un autre sous un nouveau nom. Et voilà donc pour ce sujet qui concerne l'extrême droite française, on est rejoint par notre autre consultant, Zine Charfaoui. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs de Canal Algérie. Merci d'être avec nous. Avec nous également en direct, Gamal Abina, l'habitué de l'émission, journaliste et spécialiste des questions nationales et internationales. Bonsoir Gamal Abina. On ne entend malheureusement pas. Il n'y a pas de retour son. Il y a un petit décalage, on va essayer de régler ça. Je vais commencer par vous, Zine Charfaoui. Avant de revenir sur les détails ou le détail sur les déboires judiciaires du Rassemblement National français, je voudrais qu'on commente un petit peu
ces réactions ou les réactions de ses membres et de ses alliés. Il faut rappeler que le groupe Identité et Démocratie est aussi concerné. Ils sont tous posés en victimes d'un acharnement judiciaire visant à empêcher le RN principalement à accéder au pouvoir. Alors qu'on sait très bien que le discours de ce parti est extrêmement présent, notamment dans les médias, dans l'opinion publique, l'omniprésence des politiques de l'extrême droite aussi. Est-ce que ces scandales judiciaires peuvent expliquer en partie, selon vous, l'acharnement dont il parle, donc judiciaire? Est-ce que vous trouvez une cohérence à ce discours aujourd'hui? Non, il n'y a pas de cohérence, mais tout le monde a en ligne de mire la présidentielle de 2027. Déjà, en temps normal, l'atmosphère en France est une atmosphère qui est délétère depuis déjà au moins 2 ans. Et là, on a l'impression que plus on se rapproche de l'échéance de 2027, donc cette fameuse présidentielle, donc qui fait courir tout le monde, en fait. C'est le principal enjeu politique en France. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette date, donc le climat devient de plus en plus pesant. On assiste à des règlements de comptes politiques. Et tout cela a lieu dans un climat économique et social extrêmement difficile. Il faut rappeler que la France est un pays qui a une dette publique de près de 3300 milliards d'euros. Dans le rapport dette-PIB, c'est 113% du PIB. C'est l'une des dettes les plus lourdes dans l'espace Schengen. Elle vient juste après l'Italie et la Grèce. Donc économiquement, la France est un pays qui est actuellement en difficulté. Socialement, vous le voyez, donc le gouvernement Bayrou est extrêmement contesté sur la question des retraites particulièrement. Et donc en plus de cela, vous avez donc un climat politique extrêmement polarisé. Et cette polarisation, d'abord, elle s'explique par la décision du président français Emmanuel Macron de dissoudre le Parlement, souvenez-vous. Ça a donné lieu à des équilibres politiques qui sont très contesté, et donc c'est ce qui fait que le gouvernement issu de ce Parlement est un gouvernement qui est tout le temps sur la brèche parce qu'il n'a pas de majorité absolue, donc il est tout le temps sur la brèche, il est sur le fil de rasoir, il n'a pas cette possibilité de mettre en place des politiques, etc. Et donc en plus de cela, donc vous avez le Rassemblement national. Le Rassemblement national, aujourd'hui, est un parti, moi ça me surprend qu'il ait été défendu comme ça et qu'on le présente comme un parti victime, comme... Il faut juste rappeler qu'il y a quelque temps, en avril dernier, la présidente du Rassemblement national a été condamnée pour inéligibilité sur une période de 5 ans, avec une condamnation de prison, avec une condamnation ferme. Bon, elle est condamnée à porter 4 ans, dont 2 ans ferme, effectivement. Dans 2 ans ferme, donc condamnée à porter le bracelet électronique, comme le fait en ce moment l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui a été condamné un peu pour les mêmes raisons. On parlera de financement illicite de partis politiques en France. Alors, comme le fut l'Union pour la majorité, l'UMP, le RN aujourd'hui est soupçonné d'avoir financé de façon illégale la campagne présidentielle de 2022, la campagne européenne et les campagnes européennes, locales et européennes de 2024. On parle aussi de possible surfacturation aussi. Donc on aurait fait payer aux contribuables français des sommes que le Rassemblement national n'a pas dépensées. Alors justement, je voudrais poser la question suivante à Gamal Abina. Gamal Abina, est-ce que vous nous entendez correctement? Pas encore. Alors, si l'on devait décortiquer, Mohamed Hachel, si l'on devait décortiquer le discours du Rassemblement national et de leurs alliés en ce moment, la justice algérienne serait donc biaisée par ce qu'ils appellent un régime dictatorial. La justice française et européenne, qui rappelons-le, vient donc de rejeter la requête de Marine Le Pen sur son inéligibilité, sont des instruments politiques qui œuvrent donc à barrer le chemin, à lui barrer le chemin à elle et puis à son parti vers le pouvoir. Est-ce que l'extrême droite française ne se positionne pas finalement au-dessus des lois, voire hors la loi? Oui, justement, le discours de l'extrême droite s'est attaqué il y a quelques années déjà aux institutions judiciaires et à la justice française. Donc il y a eu une remise en cause même de la séparation des pouvoirs. Oui. C'est-à-dire quand on analyse les discours, surtout de l'extrême droite, y compris d'une partie de la droite, des républicains, donc on constate que il y a une volonté
d'effacer un peu le rôle de la justice française comme arbitre neutre dans les questions politiques, surtout quand il s'agit de toucher aux constantes françaises comme les questions des droits de l'homme, les questions de l'immigration, de droits aussi d'asile, etc. Donc, même maintenant, cette extrême droite qui voulait dans son discours à un certain moment moraliser la vie politique française et l'espace public français, il se trouve qu'elle est scandaleuse, donc il se trouve qu'elle est en plein dossier de corruption et de détournement de l'argent public pour des fins politiciennes, pour des fins partisanes. Donc je pense qu'en France actuellement il y a une crise carrément, une crise d'abord politique, crise politique en plus de la crise économique, effectivement, M. Chafron en a parlé. Donc cette crise politique, elle marque un peu la régression en matière de l'élite politique qui incarne une certaine crédibilité et une certaine légitimité aussi. Donc il y a certes quelques, c'est-à-dire hommes politiques, des anciens ministres, premiers ministres, etc., et même certains députés, de certaines formations politiques. Mais est-ce qu'on peut parler justement de crédibilité de l'extrême droite, particulièrement du Rassemblement national, qui s'est auto-rebaptisé, ou s'est affranchi de l'image du Front National pour plusieurs raisons, des raisons historiques et puis des choses un peu plus récentes. Est-ce qu'on peut parler d'un parti probe, d'un parti, comme il se revendique lui-même, républicain, il parle de l'arc républicain, justement, alors que ce parti a toujours fait l'objet de scandales, de diverses natures d'ailleurs. En quelque sorte, ce qui a fait une certaine médiatisation de l'extrême droite ces dernières années, ce n'est pas sa crédibilité, il n'est pas crédible. Il n'a même pas de programme politique réellement, ni programme économique. C'est tous les hommes politiques français, que ce soit de droite ou de gauche, qui l'affirment. Mais leur occupation davantage de champs médiatiques et même de l'espace public ces dernières années est le résultat de l'affaiblissement de la gauche et de la droite traditionnelle, classique. Non, mais on a voulu promouvoir le discours aussi de l'extrême droite en France. Oui, il y a une omniprésence. Et c'est comme ça peut-être aussi qu'on a affaibli les autres partis. Mais en quelque sorte, ça c'est un mouvement un peu international. Donc il y a de plus en plus la montée européenne, et internationale. Oui, vous avez raison. Donc il y a de plus en plus la montée carrément des fascismes, carrément du fascisme. On parle de discours fascistes et racistes aussi. Donc ces partis ont pignon sur rue dans les médias. Après, historiquement, même les crises économiques, les crises sociales ont toujours favorisé un peu la montée du fascisme. Donc l'extrême droite, il surfe un peu sur cette situation pour amplifier son discours, qui est un discours qui est beaucoup plus subjectif. C'est pas un discours construit, c'est pas un discours réellement applicable, un discours de gouvernement. Ils n'ont pas un discours de gouvernement. Et l'extrême droite, le Front National, c'est pas un parti de gouvernement, c'est-à-dire qui est capable de gérer un gouvernement, de gérer les affaires de l'État. C'est du populisme. Ils font du populisme. C'est du populisme. Et puis la sensibilité, l'immigration, etc. Vous voyez un peu les questions qui touchent un petit peu aux craintes et qui sont nourries, ces craintes, les craintes des Français en l'occurrence, la peur de l'étranger. C'est ça, effectivement. Et puis le problème, c'est que maintenant, ils sont fortement présents dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a un matraquage médiatique quotidien, massif. Ils sont très présents et puis ils sont en train d'investir certaines institutions, comme les institutions de sécurité, la police par exemple, qui votent aussi extrême droite. Il ne faut pas l'oublier. Donc, et c'est ça qui constitue un danger réellement. Et ces dernières années, effectivement, ils se sont attaqués à la justice. Parce que la justice, on a vu quand même il y a une certaine neutralité en matière de traitement de dossiers de corruption de ce parti d'extrême droite. Donc, ils veulent remettre maintenant carrément en cause la séparation des pouvoirs en France. Donc ça prouve que ce parti, il se nourrit que d'un certain nombre de sujets,
de thématiques, notamment l'immigration. Et puis, quand il parle aussi de la rationalisation budgétaire et donner des leçons aux différents gouvernements successifs en France par rapport à la rationalisation budgétaire. Oui, et en fin de compte, il détourne l'argent public à des fins partisanes. Effectivement. Gamel Abina est avec nous par téléphone. Gamel Abina, on disait, lorsqu'elle a été condamnée, le tribunal, je parle de Marine Le Pen, le tribunal avait mis en avant le rôle central de Marine Le Pen, justement, dans le système mis en place pour détourner l'argent du Parlement européen et a invoqué un trouble à l'ordre public et au fonctionnement démocratique, justement, contre Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de bande organisée plutôt que d'un parti politique respectable aujourd'hui? Alors de là, bonsoir, pour commencer, excusez-moi pour les problèmes techniques. Donc on peut parler de parti respectable parce que c'est l'extrême droite, et l'extrême droite par définition a toujours eu des méthodes un petit peu violentes, c'est connu traditionnellement, je parle de l'extrême droite du début du siècle, et surtout un parti respectable, non, parce qu'ils ont toujours donné la leçon à tout le monde, expliquant que c'était le parti de la propreté, le parti de l'ordre, le parti de la justice, parce qu'ils sont en organisé de vouloir systématiquement mettre les jeunes, par exemple, de banlieue en prison, qu'il fallait faire place nette avec les mauvaises habitudes, qu'il fallait en finir avec les partis qui avaient effectivement la main légère sur le portefeuille des entreprises, qu'il fallait être dans la loi, dans le cadre de la loi, donc à partir rigoriste, à partir rigide, à partir pétri de principes républicains et surtout religieux, parce que certains religieux sont dedans. Eh bien aujourd'hui, l'extrême droite a démontré de façon assez honteuse qu'ils ont été pris la main dans le sac. Pour quand même les faits très rapidement, parce que je n'ai pas tout entendu, c'est de 2000 quand même, de 2000, je crois 2004 à 2016, ils ne font pas. Ils se sont largement, ils ont profité du système européen en plus, pour un parti anti-européen c'est quand même pas mal, donc l'argent de l'Europe les intéresse, c'est pas l'Europe, et surtout ils ont profité effectivement de façon honteuse, c'est-à-dire qu'ils se sont fait attraper la main dans le sac de la façon la plus stérile. On voit vraiment que c'est un parti qui effectivement qui manque de maturité, qui manque de réflexion et de profondeur, et surtout un parti qui aujourd'hui est largement démonétisé. Pourquoi? Parce que quand vous promettez aux Français que vous aurez des opérations main propre, que la politique se fera autrement, qu'ils seront les meilleurs, qu'ils seront les plus honnêtes, les plus je veux dire, prompts à défendre la nation et la République, et que finalement, ils volent comme de vulgaires petits voleurs sac à main les institutions d'État, et en plus, on refuse la sentence qui a été prononcée contre eux. Je veux dire, c'est quand même une sentence avec une longue peine, d'inéligibilité pour Marine Le Pen, du moins elle ne peut plus se présenter. Et tout cela dénote effectivement de volonté d'enrichissement personnel d'un parti qui n'a absolument aucune ligne politique sur le plan de la morale, alors qu'ils donnaient des leçons de morale à tout le monde, et un parti qui aujourd'hui a largement, sur sa base électorale, a largement failli. Aujourd'hui, ils essaient de trouver un moyen pour dire que les juges sont responsables, qu'ils ne respectent pas la loi, qu'il y aurait des juges rouges. Ça fait une plaisanterie qu'on entend souvent avec l'extrême droite. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et puis l'autre aspect, vous avez évoqué rapidement, excusez-moi de vous embêter, il faut faire très attention, parce que moi je vis en France, sur les médias. Les médias extrême droite sont des médias privés, pas publics. Fort heureusement, dans les chaînes publiques, on n'autorise pas le débordement de haine permanente. Ils arrivent parfois à y passer, mais c'est surtout le privé qui leur donne vraiment un micro permanent, et c'est surtout cela qui doit être observé. Car c'est les chaînes privées, ce n'est pas des milliardaires, c'est l'extrême droite. On va revenir à vous, Gamel Abina. Zine Cherfaoui, cette question des financements, donc des campagnes électorales, des budgets qui sont donc gonflés intentionnellement, des détournements, ça commence à faire beaucoup dans une classe politique déjà mouvementée. Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur les prochaines échéances électorales en France ? Oui, certainement. Mais il faut juste rappeler que le financement occulte des partis, ce n'est pas quelque chose de nouveau en France. Il y a beaucoup de livres qui ont été consacrés à ce sujet. Tout le monde sait que, par exemple, le RPR de Jacques Chirac, beaucoup de partis politiques, lorsqu'ils voyageaient... Jusqu'à Sarkozy, lorsqu'ils venaient en Afrique, généralement, les présidents de partis repartaient avec des valises pleines d'argent. Donc la classe politique française
pas en totalité, mais au moins en partie a été arrosé par l'argent, notamment par l'argent des présidents africains. Et donc, ce qui se produit aujourd'hui, personnellement, ne m'étonne pas, surtout qu'elle vient, cette affaire concerne un parti qui n'est pas un exemple en matière de probité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que le Rassemblement national, au lendemain de cette affaire, essaye de dire que la justice est instrumentalisée en France et que l'on veut nous barrer la route pour 2027 parce que 2027, selon les sondages, la majorité des sondages en France aujourd'hui donne le parti de Marine Le Pen ou de Bardella, parce que Marine Le Pen ne pourra pas être présidente, ou de Bardella. Tous les sondages donnent Bardella au moins au deuxième tour. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, la possibilité que le RN puisse gagner les présidentielles fait peur à toute la classe politique française, de droite à gauche. Et tout le monde aujourd'hui réfléchit, que cela soit à gauche ou à droite, aux moyens de faire barrage au RN. Maintenant, est-ce que la justice française est instrumentalisée pour faire barrage à Marine Le Pen ou à Bardella? Bon, personnellement, c'est un pas que je ne franchirai pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des faisceaux d'éléments qui laissent penser que effectivement le RN a financé de manière illégale la campagne présidentielle de 2022 et les locales et les européennes de 2024. Surtout qu'il y a eu un précédent, il y a à peine 6 mois, la première présidente a été condamnée. Justement, donc, elle a été condamnée, elle a contesté, alors qu'il y a eu une enquête. Absolument. Maintenant, aujourd'hui, elle se trimballe avec un bracelet électronique. Mais en même temps, cette idée du financement occulte des partis politiques en France, en réalité, beaucoup de partis aujourd'hui n'ont pas de leçons à donner, ni de démocratie, ni de probité. C'est quelque chose qui ne choque pas en France, c'est ce que vous voulez dire? Si, ça choque. Des gens ont été condamnés dans l'opinion publique. La justice continue de faire son travail. Et choqué de savoir que certains dirigeants français qui ont occupé des postes de responsabilité ne sont rien d'autre que des filous. Ça, effectivement, ça chante. Mais ce qui chante, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une forme de déchéance morale qui atteint la France, mais qui atteint beaucoup de pays de la planète. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui que le droit international est en danger. C'est le droit international, c'est le droit contre la barbarie. On voit ce qui se passe en Palestine, etc. Donc il y a aujourd'hui une faillite du droit et une faillite morale. Cette logique justement de disqualifier les institutions judiciaires, comme le disait Mohamed Hacher, c'est quelque chose qui est en droite ligne avec ce qui se passe à l'international. On a voulu disqualifier la CPI pour avoir émis des mandats internationaux contre les criminels sionistes, etc. La Cour de justice internationale n'a pas eu d'écho non plus. En fait, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, nous l'avons, je ne sais pas si Mohamed Hacher va être d'accord avec moi, mais l'histoire se répète. Ce que nous vivons aujourd'hui et ce que vit l'Europe aujourd'hui, elle l'a vécu avant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez des pays qui sont... l'Europe, dans sa globalité, est en crise. Une crise économique, on a parlé de dette, on a parlé de la dette italienne, de la dette grecque. C'est un cycle qui est en train de se reproduire. Et lorsqu'il y a des dettes, alors on cherche, à faire diversion et à trouver des boucs émissaires. Et quand il y a crise économique, elle favorise l'émergence des extrêmes. On l'a vu en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, ça a donné le nazisme. Aujourd'hui, ça donne les extrêmes droites. Vous avez l'extrême droite qui est au pouvoir en Autriche, en Hollande, etc. Et donc et aussi l'extrême droite aujourd'hui menace de prendre le pouvoir en France. Et comme le disait tantôt Mohamed Hacher, l'extrême droite n'a pas de programme. Son programme, c'est le populisme. Il faut faire dans l'islamophobie, tirer sur les étrangers, rendre tout le monde responsable de la crise, à commencer par les étrangers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut faire le lien, juste rapidement, on peut faire le lien avec ce qui se produit avec l'Algérie. L'Algérie bashing. Pour un oui ou pour un non, c'est la faute de l'Algérie et des Algériens.
Rotaillot, en tenant ce discours, a réussi à prendre la présidence des Républicains. Des Républicains et les LR, effectivement. Et aujourd'hui, Marine Le Pen et Bardella sont à peu près dans ce même courant d'idées. Ça va être compliqué maintenant avec ces scandales budgétaires et financiers. Ça va être compliqué de faire valoir la probité justement et ce discours à l'encontre des étrangers qui mangent le pain, entre guillemets, je reprends d'anciens discours, qui mangent le pain des Français, qui prennent les places des Français au niveau donc dans le monde professionnel, oui, quand on voit l'argent public, on ne peut pas dire que la justice est instrumentalisée. Soupçonnés et inculpés pour Marine Le Pen. Gamal Abina, justement, est-ce que vous pensez que cela peut disqualifier aujourd'hui ces scandales à répétition, peuvent disqualifier donc le discours de l'extrême droite et redistribuer les cartes finalement pour le prochain rendez-vous électoral en France? La télévision, j'ai faite en confrontation directe avec Marine Le Pen. Et c'est au cours de cet échange que j'expliquais que la délinquance était souvent générée par la misère sociale. Et elle de me dire de façon médiocre et de façon effectivement très mensongère, la délinquance elle n'est pas engendrée par la misère sociale. Et quelque part, ça me fait rire quelques années plus tard, parce que finalement, elle a raison. Elle, c'est une grande bourgeoise, très argentée, qui a sombré dans la délinquance. Alors, quelle image peut-elle renvoyer à sa base électorale, souvent pauvre, souvent issus des classes je dirais, prolétaires de la société, puisque c'est vers eux qu'elle essaie de séduire avec son parti. Quelle image va-t-elle envoyer maintenant? Celle d'une femme bourgeoise qui a beaucoup d'argent, une héritière de son père, qui était bien né, il vivait à Neuilly, il vivait à Saint-Cloud même. Et elle se retrouve à voler de l'argent comme une vulgaire petite voleuse de sac à main. Bien une image délétère, parce que donner des leçons pendant des années à tout le monde, expliquer effectivement que les étrangers sont le problème, que les étrangers sont la délinquance, que les étrangers volent le pain des Français, c'est un vieux slogan de 70. Expliquer que le mal est ailleurs, alors que finalement le mal est dans leurs fruits à eux. Ce sont des gens qui sont intéressés par l'argent, qui sont intéressés par la politique, qui sont intéressés par la posture, et qui ont montré largement là-dessus qu'ils étaient défaillants. Pour vous donner une réponse très probante par rapport à ça, je dirais que quand vous voyez la mobilisation qui était faite après qu'elle ait été condamnée, il y a eu à peine 5 à 6 000 personnes qui les ont rejoints, alors qu'ils espéraient une massification, une sorte de mobilisation populaire. Et ça a échoué. Donc ça a totalement échoué, c'est un échec total. Ouais. Ensuite, en termes d'image, c'est délétère, parce qu'on voit qu'il y a des voleurs de sac à main, que la plupart des membres de son parti en ont profité, qu'elle a rincé toute sa famille. On peut parler de rincer, littéralement, parce que tout le monde était arrosé, dans le sens premier du terme, de liquidité, d'argent, de bonification, d'emploi fictif. Donc toutes les cases ont été cochées par son parti. Elle a été encore plus loin que les autres partis, qui très souvent utilisaient la famille politique pour financer leur campagne. Elle était au-delà de ça. Ils ont profité de la vie politique, ils ont profité des deniers publics européennes et françaises pour littéralement acheter leur entourage. Donc effectivement, je pense, moi, que l'affaire Le Pen, en dehors du fait qu'elle est disqualifiée pour 2027, que 2026 sera un véritable curseur qui va expliquer à quel point le Front National, enfin l'ex-Front National, va s'effondrer. Parce qu'on ne peut pas arriver drapé dans une forme de virginité politique où on n'a rien à se reprocher avec un tel passif. Donc je pense que le Rassemblement National est un parti qui a vécu, à mon sens. Et donc, vous pensez qu'il va s'effondrer? C'est ce que vous pensez, en tout cas, pour les prochaines échéances électorales, pour les législatives? Oui, parce que les gens sont en colère, les Français sont en colère, ça va pas bien économiquement, ça a été sur le plateau, effectivement, tout ce qui précède en général la montée des extrêmes, c'est un chômage de masse. À l'Allemagne des années 30, il y avait 6 millions de chômeurs, en France, il y a 6 millions de chômeurs. C'est une perte de certitude sur l'avenir. C'est ce qu'on appelle un discours très anxiogène, un discours décliniste. On dit après nous le déclin, donc en gros, s'ils ne sont pas là, c'est catastrophique. Donc tout ce discours qui était là, qui disait nous sommes la solution, c'est heurté à la réalité. La solution, finalement, a croqué dans la pomme. C'est servi dans les poches de l'État. C'est servi dans les poches de l'Europe. Europe qu'elle honnissait, je rappelle, Marine Le Pen, c'est contre l'Europe. Comment voulez-vous que des gens qui votent pour eux, qui votaient pour eux, la classe ouvrière particulièrement, leur fassent confiance? Parce qu'ils se rendent compte que finalement, le fameux tous pourris de son papa Le Pen, il disait la bande des quatre, tous pourris, finalement, ils sont aussi pourris que les autres. Donc la classe politique est largement décrédibilisée, mais l'ex-Front National l'est encore plus. Mais justement, qu'est-ce qui reste à ce moment-là? Si le discours de l'extrême droite, et particulièrement du Rassemblement National, est disqualifié, il est discrédité complètement, qu'est-ce qui reste dans cette sphère française Alors, je vous annonce que M. De Villepin vient de faire l'annonce qui se présenterait à la présidentielle 2027. Donc, il y a tout un groupe qui est constitué autour de lui.
parce qu'il a un discours d'homme d'État, hein, pour le coup. Je vous annonce que le LFI est monté dans les sondages de façon considérable, parce qu'il y a un principe de vase communicant. Les ouvriers qui ne vont pas au Front National vont forcément à LFI, qui est le parti de gauche, non pas l'extrême gauche, contrairement à ce qui est dit. Et effectivement, je vous annonce qu'il y aura un principe de vase communicant entre la base électorale FN, qui a été prise aux autres partis, vous avez grignoté, qui va revenir dans son foyer, et ce Rassemblement national qui finira effectivement par s'effondrer, parce qu'il est difficile de vendre à la population. Il y a soi-disant, et je maintiens à chaque fois, des juges rouges. Si vous allez aux tribunaux, les juges rouges, on ne les voit pas. Ils sont très durs en matière de délinquance, très durs en matière d'immigration. Ils ne font de cadeau à personne. Et en aucun cas, ils ont une étiquette rouge. Ça reste des bourgeois qui vont juger les pauvres. Donc de dire qu'ils sont victimes de l'extrême gauche des tribunaux, ça c'est une plaisanterie qui n'est même pas prise de sérieux par les Français. Et donc, après un effondrement, et ça, je vous poserai aussi la question aussi à vous, Mohamed Hachir, après l'effondrement donc du Rassemblement national, s'il a lieu, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui pourrait laisser la place à le retour de la voie diplomatique parce que c'est finalement ça qui a nourri et complètement alimenté cette crise entre les deux pays. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que les deux pays peuvent reprendre langue, notamment au niveau diplomatique? Oui, justement, c'est très possible parce que, en quelque sorte, il y a eu un chantage à l'égard d'abord des députés les républicains, mais aussi de la France en marche, le mouvement En Marche de Macron. Donc il y a eu, c'est-à-dire pour des calculs d'équilibre au niveau du Parlement européen, donc la droite française a cédé en quelque sorte, ou bien a conclu en quelque sorte à marcher avec l'extrême droite aussi, hein, certains surtout, certains en politique, députés de la droite et des républicains comme Retailleau, hein, le ministre de l'Intérieur Retailleau, qui véhicule dans son discours les mêmes, c'est-à-dire pratiquement les mêmes éléments de discours. Les mêmes discours, voilà, que l'extrême droite. Et tout ça, c'était un marchandage politique. Hein. C'est pour des jeux d'équilibre, mais conjoncturels en tout cas. Parce que même les républicains aujourd'hui et le mouvement de Macron aussi, on ne va pas hésiter aussi c'est-à-dire d'effacer l'extrême droite, hein, parce qu'il y a une concurrence en 2027. Hein. Donc je pense que les républicains et un peu l'équipe de Macron vont essayer toujours de fermer le jeu et de proposer l'alternative entre eux. Et maintenant, c'est-à-dire, ça joue en quelque sorte aussi, hein, le fait que l'extrême droite sera, c'est-à-dire, discréditée en 2027 et n'aura pas de poids. Donc ça joue davantage pour les républicains et Macron, et un peu moins pour les insoumis, hein, c'est-à-dire de Mélenchon. Maintenant, de Villepin, effectivement, je pense qu'il a une chance, mais c'est très difficile, hein, parce que une élection, c'est toute une structure, c'est des financements, c'est des organisations. Puis le discours qui marche aujourd'hui, c'est un discours un peu qui se nourrit de l'immigration, de l'insécurité, et même de la remise en cause de la coopération internationale. Cette tendance, c'est ce que vous, c'est ce que vous dites. Oui, c'est une piste un peu difficile à concrétiser dans un contexte un peu maintenant déjà galvanisé par l'extrême droite, par la peur. Oui, mais il y a cette nouvelle donne aujourd'hui de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il faut un sursaut politisé en France, mais en France actuellement, il y a aussi structurellement le problème de la dépolitisation de la société française. C'est un grand problème. Et ce n'est plus la société engagée dans les syndicats, dans les partis, les associations, la politique, etc. Il y a cette dépolitisation qui a été bien sûr le résultat d'un processus par le marché, voulu bien sûr, le marché, le populisme, etc. Donc il est difficile comme ça pour un homme politique comme De Villepin qui incarne quand même une justesse d'un homme d'État et qui appelle aussi à la raison en matière de relations diplomatiques, par exemple, entre l'Algérie et la France. Donc c'est un peu difficile pour ce genre, c'est-à-dire d'homme politique, de réussir dans un contexte où il y a le populisme, hein, c'est-à-dire le populisme a pris le dessus. Son discours n'est pas le bienvenu en ce moment.
C'est ce qu'on peut comprendre. On ne sait pas, mais en tout cas, quand De Villepin prend la parole en France, en tout cas, les gens l'écoutent. Hein. Bon, les gens gardent, bon, c'est l'ancien Premier ministre, mais les gens se rappellent aussi, lorsqu'il a fait son passage au Quai d'Orsay, lorsqu'il s'était opposé à la guerre en Irak. Bon, De Villepin, c'est quand même un peu l'héritier. D'abord, il se revendique, il est gaulien, c'est un gaulliste. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui a une conception des rapports avec le monde arabe, le monde musulman, que les autres présidents ou que certains partis politiques aujourd'hui, c'est une idée que certains partis politiques combattent aujourd'hui, à l'exemple de Rothaeus. L'idée d'un retour de De Villepin aux affaires n'est pas impossible, mais pour cela, il faudrait qu'il trouve les soutiens suffisants pour justement s'imposer face aux autres candidats. Après, est-ce que le Rassemblement national va disparaître ou pas? Bon, c'est encore trop tôt, hein, donc il faut voir. Marine Le Pen ne sera pas candidate, mais il y a Bardella. S'il est éclaboussé par cette affaire, il lui sera difficile de se poser en donneur de leçons, candidat crédible. Mais s'il ne l'est pas, il pourra rester dans la course. Aujourd'hui, il n'y a pas de personne morale ou physique qui a été poursuivie en justice. On parle d'informations judiciaires. Il faudrait que cela se confirme. Même si Bardella manque cruellement d'ancrage politique, de recul, d'expérience, de formation, de tout. Oui, mais alors l'extrême droite, justement, elle est composée de quoi? Elle est composée de gens de l'extrême droite, donc c'est des idées xénophobes, fascisantes, etc. Mais maintenant, l'extrême droite a été rejointe aussi par des anciens de la gauche et de l'extrême gauche, déçus par les politiques de gauche ou d'extrême gauche qui n'ont pas tenu leurs promesses. Donc aujourd'hui, il y a un discrédit du politique. Moi, je ne parlerai pas d'une dépolitisation de la classe politique française, de la société française, mais c'est une société déçue par la politique parce que les hommes politiques n'ont pas tenu leur parole, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la France est dans la situation qu'elle est, socialement, économiquement, etc. Donc les gens, c'est un peu comme en Algérie du temps du fils, les gens ont voté fils un peu par dépit. Aujourd'hui, les gens vont au Rassemblement national, ils savent que c'est pas un parti qui a un projet, etc., mais ils y vont un peu par sanction des autres partis politiques qui n'ont pas su relever les défis auxquels la France les votes sanctions, donc. On est dans une sorte de. Mais l'extrême droite devait être justement, selon les plans de l'extrême droite, de la frange de l'extrême droite, devait être ce vote sanction contre les politiques. Aujourd'hui, on peut parler peut-être d'une possible redistribution des cartes, justement à l'issue donc de ces scandales judiciaires. Pour moi, quelqu'un comme De Villepin, quand on voit l'indigence de certaines personnalités françaises qui aujourd'hui ambitionnent d'aller à la magistrature suprême, De Villepin est une personnalité politique extrêmement crédible. C'est-à-dire, elle l'est aux yeux des Français, mais comme le disait Mohamed Haché, il faudrait qu'il trouve une base suffisamment large pour le porter à la on a déjà vu des cavaliers seuls. Mais en tout cas, De Villepin est le premier, maintenant, il est en situation de pré-campagne. Pratiquement. L'année passée, on assiste à une pré-campagne, à une campagne anticipée en fait. Justement, même l'année passée, il a été invité par la France Insoumise pour animer une conférence. Il a eu quand même un soutien assez important. C'était à la fête de donc je pense qu'il y a une pré-campagne effectivement depuis quelques temps. Il pourrait être soutenu. Oui, non, au deuxième tour, si jamais il sera candidat, il sera aussi, c'est-à-dire gagner le deuxième tour. C'est un mariage insolite. Exactement. Donc la France Insoumise, qui a quand même une base, actuellement, il a une base, pourrait éventuellement soutenir De Villepin. Mais reste toujours très difficile parce que la France, le mouvement En Marche de Macron et les Républicains veulent fermer le jeu pour présenter un candidat en 2027, soit Rothaeus ou l'ancien Premier ministre de Macron, comment il s'appelle Attal. Voilà, par exemple. Et il a affiché déjà son ambition. Vous vouliez ajouter quelque chose avant de terminer avec je voulais dire juste qu'il ne faut pas oublier l'actuel président Emmanuel Macron.
bon, il est en train de faire son second mandat. Logiquement, il ne pourra pas se présenter, mais il a adressé à la jeunesse macroniste un message assez bizarre, dans lequel il leur demande de rester mobilisés. Il dit clairement qu'il ne quittera pas la scène politique. Comment il restera dans la scène politique? Bon, pour le moment, c'est un peu un point d'interrogation. Mais en tout cas, ça fait débat en France. Il veut présider la Commission de l'Union européenne. C'est son ambition. Mais c'est son ambition aussi. Oui. Donc, il pour rester dans les affaires politiques. Gamal Abina, vous y croyez à possible retour donc de Dominique de Villepin, surtout si donc la droite ou l'extrême droite précisément devait s'effondrer lors des prochains rendez-vous électoraux? Oui, j'y crois parce que d'abord de Villepin, il a pour lui cet esprit gaulo-chiracien, donc c'est un gaulliste et chiracien, deux personnages qui sont aimés par les Français. Ensuite, et surtout parce que de Villepin est un homme d'État, on l'a peut-être dit sur le plateau, effectivement, c'est un homme qui a une posture d'État, de chef raisonné, que ses positions sur Gaza, il les a eues dès le début, elles étaient justes, que ses positions sur l'Algérie sont effectivement dans la modération et non pas dans l'outrance, et qu'il a en face de lui, finalement, des gens qui sont des petits joueurs, finalement. Vous parliez de plusieurs personnages, bon, je ne parle même pas de Attal parce qu'il est trop jeune, mais on prend un exemple, par exemple, comme Rotaillot, qui a fait toute sa campagne contre l'Algérie. Donc, vous savez, ça ne gagne pas l'Algérie sur la France. Si vous essayez de faire une campagne en attaquant comme de façon obsessionnelle un pays étranger, les Français, c'est pas ce qu'ils veulent entendre. Et vous avez la gauche, qu'on appelle l'extrême gauche, donc LFI, qui a une posture aussi modérée. Et le vrai risque, à mon sens, pour de Villepin et pour LFI, c'est effectivement ces deux candidatures. Un Mélenchon très fort, qui a une personnalité très forte aussi, un de Villepin qui est positionné comme un chef d'État, puisqu'il a montré en 2003 sur son discours effectivement à l'ONU qu'il était l'homme de la rupture par rapport à l'Amérique, et depuis quasiment 2 ans maintenant, il a un discours modéré qui a plu aux Français, parce que les Français ne sont pas favorables à la guerre, et bien tout cela donne des cartes trop battues. Moi, ce qui m'inquiète le plus, je ne vais pas vous le cacher, c'est qu'avec l'effondrement de l'extrême droite, cette droite qui était très affaiblie, dont la plupart de ses militants ont voté extrême droite, la droite dure, et que ça profite à Rotaillot. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que dans l'équation, Rotaillot pourrait être un peu, pas l'idiot utile, parce que c'est pas non plus une lumière, mais c'est pas un imbécile, ce serait l'homme dangereux de l'équation, parce qu'il pourrait grignoter des voix à de Villepin, évidemment, et pourrait affaiblir LFI. Donc cet aspect, la présence d'un Rotaillot dans la course électorale, serait une sorte un peu de lièvre, comme l'a été Zemmour, avec un effondrement en fin de course à 7%, qui pourrait être un vrai problème. Donc je pense que de Villepin, il doit s'inquiéter de la droite, de sa droite à lui, devenue extrême, alors que sa base électorale est de droite. Et ça a été dit tout à l'heure, même s'il a accepté de faire une conférence à LFI, enfin c'était du côté du Parti communiste, je ne me trompe pas, et cette conférence n'a pas retiré à de Villepin son caractère d'homme de droite. Il a toujours dit qu'il ne partageait rien avec LFI, donc il y a une vraie rupture entre les uns et les autres. Très bien. Mais il est clair que de Villepin sera l'homme de la situation, peut-être. Merci beaucoup, Gamal Abina. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Et merci à vous, messieurs, Mohamed Achir, expert économique, et Zine Charfaoui, journaliste. Et donc, vous êtes les consultants de Canal Algérie. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir.